Bonjour à tous, je suis très content d'échanger avec vous sur l'implication des médecins généralistes dans la région toulousaine, dans les étapes du programme ICOP. Je suis MCU à Toulouse et je n'ai pas de conflit d'intérêts. Je passe rapidement sur le vieillissement de la population. En 2050, 2 milliards de personnes ont plus de 60 ans et une personne sur 3 en France. Mais le vieillissement, il n'est pas homogène. Le vieillissement, et on peut avoir des gens qui sont dépendants, on peut avoir des gens qui sont fragiles, que vous connaissez bien, avec ce côté un peu réversible, mais qui peut être sur la dépendance, voire robuste. Et puis, heureusement, on a les vieillissements réussis. Et c'est dans ce contexte que l'OMS a créé le programme ICOP, qui s'adresse à des plus de 60 ans qui sont à domicile. Et le but de ce programme ICOP, c'est de préserver la capacité fonctionnelle dans 6 domaines. Les 6 domaines, c'est ceux qui sont affichés. C'est la locomotion, la vitalité, c'est-à-dire la nutrition, la capacité visuelle, la capacité auditive, la capacité cognitive et la santé mentale. Donc sur ces 6 domaines, et pour y arriver, il y a 5 étapes dans ce programme. Ce qu'on appelle l'étape 1, le step 1, c'est le dépistage. Alors ça peut être fait soit par n'importe quel professionnel de santé formé, la formation est assez rapide, soit par le patient lui-même. Le step 2, c'est uniquement des professionnels de santé qui sont formés au step 2. Globalement, une fois qu'on est dépisté, il y a quelques questions. Si une ou plusieurs bip, on passe à une évaluation un peu plus approfondie, c'est le step 2. Et de ce step 2, normalement, il doit être théoriquement négocié avec le médecin traitant et le patient, bien évidemment. Et il en sort un plan de soins, c'est-à-dire je vois certaines anomalies, donc voilà ce qu'on propose. Et le step 4, l'étape 4, c'est je suis ce plan de soins. Donc il y a ce plan de soins qui est théoriquement négocié, et ensuite je le suis dans le temps. Et l'étape 5, c'est vraiment pour les cas les plus complexes, et je fais appel à la 2e ligne, à la 3e ligne. Donc l'objectif de l'étude que je vous présente, c'est de déterminer l'implication des médecins généralistes, parce que on pense qu'on ne peut pas faire sans eux dans l'élaboration du plan de soins et dans son suivi. L'objectif secondaire, c'était de recueillir un peu les freins et les leviers, le point de vue des médecins concernant ce programme. La méthodologie, une étude quantitative, transversale, observationnelle, un questionnaire qui a été envoyé par mail ou par voie postale, 2 relances téléphoniques, la diffusion 3 décembre, la clôture le 3 mars. Le diagramme de flux, ça s'adressait à des médecins généralistes autour du CHU d'une cohorte de 143 patients qui étaient inclus dans cet ICOP, et donc c'était des médecins généralistes qui ont été impliqués dans le processus que je vous ai montré. Il y en avait 103 médecins généralistes. Quand on a fait l'étude, 12 étaient partis à la retraite. Donc on avait 91 médecins généralistes qu'on a essayé d'interroger. On a eu 39 réponses, ce qui fait 43% de taux de réponse. Un petit mot sur la population qui a été interrogée. Une petite majorité de femmes, l'âge moyen 49,7 ans, urbain parce que ça s'adressait à une cohorte très urbaine de patients, donc leur médecin traitant était en ville. Une majorité qui était des médecins qui travaillaient en association, qui pour 67% étaient dans une CPTS, et globalement les 3/4 n'avaient pas de formation spécifique sur le vieillissement. Concernant les résultats, alors première question qu'on leur posait, c'est est-ce qu'ils connaissaient le programme ICOP. Donc, alors on s'adresse qu'à des médecins qui ont des patients qui ont été inclus, donc mais quand même 92%, c'est un taux de connaissance. C'est normal. Le step 1, par définition, c'est plutôt fait soit par le patient, soit par des paramédicaux, comme le step 2. Donc c'est la place du médecin généraliste est peut-être moins dans le step 1 et le step 2, même si en tant que professionnel de santé, il peut tout à fait faire du step 1 et du step 2. Donc ça, c'est des résultats auxquels on s'attendait. Par contre, la place du médecin généraliste est plutôt, je vous dis, dans la négociation du plan de soins et puis dans son suivi. Donc,
globalement, une majorité des gens qui ont répondu étaient quand même au courant, hein, donc ils sont informés. La problématique, c'est que si on leur demande s'ils ont participé, c'est globalement non, hein, peu ou pas, hein, 10% pour la négociation du plan de soins et 21% pour le suivi. Quand on leur demandait leur ressenti sur le programme ICOP, il y a une toute petite majorité qui ne se prononce pas, hein, mais dans les personnes qui ont répondu, globalement, elles pensent qu'il y a un intérêt à ICOP. Dans ceux qui se prononcent, il y a quand même une majorité. Et il y a quand même une vraie majorité pour dire on est quand même persuadé que le step 3, c'est-à-dire la mise en place de ce plan de soins, la négociation de ce plan de soins et le suivi de ce plan de soins, c'est quand même la place du médecin général. Enfin, là, le médecin généraliste a toute sa place, même s'il le fait bien évidemment avec le patient et les paramédicaux autour. On leur a demandé un peu les freins et les leviers. Donc évidemment, dès qu'on parle à un médecin, il dit le temps est un frein, quelle que soit la question qu'on lui pose. Plus spécifique, c'était une méconnaissance de la démarche, hein, 38%, et un accès à professionnels limité. C'est-à-dire, je fais un plan de soins, mais en pratique autour de moi, vers qui j'adresse. Ça, c'était un frein qui était donc ça, c'était un peu plus spécifique. Et les pistes d'amélioration sont un peu le miroir de ces freins. Hein. C'est si on avait une documentation et une information, si on avait un accès un peu facilité à la mise en place de ce plan de soins et sorti une sorte de référent ICOP local qui pourrait faire un peu le lien et amener un peu de fluidité dans le parcours. Donc on a vu globalement ils ont la place, ils ont la sensation que le médecin traitant a toute sa place, mais ils participent globalement, ils sont au courant mais ils participent peu si on résume. Les pistes d'amélioration, on s'est posé la question, est-ce qu'on, dans un premier temps, on pourrait peut-être cibler les gens qui ont alors pas forcément que de personnes âgées, mais qui ont quand même qui ne font pas uniquement la santé de l'enfant, la santé de la femme, hein, et qui sont un tout petit peu impliqués dans le pluripro. On s'est dit ça serait peut-être plus facile et ça pourrait faire tâche d'huile. Améliorer le travail pluripro, c'est avoir un accès, c'est-à-dire je fais un plan de soins et je ne passe pas une demi-heure ou une heure à essayer de chercher à qui je peux m'adresser, à avoir une communication entre les professionnels, et cette notion de coordonnateur, alors peut-être que c'est pas le terme exact, mais de personnes facilitantes entre l'équipe autour du patient et les gens qui peuvent être une deuxième ligne, et essayer quand même de... Alors, dans ceux qui l'ont eu, qui se sont prononcés, ils voient l'efficience, mais en gros, on pense que les médecins vont le faire si ils ont l'impression qu'ils rendent service à leurs patients. Donc, il faut un peu de temps pour montrer que ça rend service avec une rémunération adéquate et globalement moins chronophage. C'est utile parce que ICOP est récent et donc c'est important de connaître le point de vue des médecins. Il y a un taux de participation qui est pas trop mal sur un faible effectif, hein, donc un manque de puissance, essentiellement en ville, et il n'y avait pas de questions spécifiques sur le coordonnateur. Donc la perspective, c'est une étude à grande échelle avec peut-être un focus sur alors coordonnateur, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est cette personne qui ferait le lien entre l'équipe et vers qui je peux m'adresser pour faire le plan de soins, prendre compte du levier prioritaire des généralistes. Ça reste un programme de prévention, donc tout ne dépend pas des médecins généralistes, hein, on peut rien faire sans le patient, donc ça c'était pas le but de notre étude, mais c'est quand même la prévention, il faut quand même évidemment le patient. Et changement de paradigme, alors c'est galvaudé, on en parle tout le temps, mais comme c'est une vraie révolution ce travail en pluripro, et que ça soit la fragilité ou ICOP, c'est vraiment prototypique. Pour conclure, ICOP essaye de tendre vers un vieillissement réussi, il va falloir qu'il le prouve. On a une bonne coopération avec l'équipe du vieillissement, donc on a une région un peu plus facilitée. Ce qui en ressort, c'est qu'il y a une faible implication dans les étapes 3 ou 4. Je reviens rapidement, donc l'intérêt d'ICOP, optimiser le travail en équipe et peut-être cibler les médecins intéressés. Je ne voulais pas vous quitter sans parler, notre région, notre DUMG a décroché dans l'appel à projet de recherche en soins primaires un financement pour une étude de que deviennent les steps 3 et 4, hein, ce qui est là, dans les MSP d'Occitanie. Donc on a un programme sur 2 ans et on a tout un réseau de MSP en Occitanie, de voir que deviennent ces plans de soins, qu'est-ce qu'ils deviennent à 1 an.
Et on a 3 objectifs secondaires qui sont qu'est-ce qui se passe dans la communication au sein de l'équipe, quels sont les déterminants entre le médecin et le patient, et qui a accès à la deuxième ligne une fois qu'on est impliqué dans ICOP. Donc ça, c'est le projet qu'on suit avec le docteur Cabrol qui va présenter tout à l'heure, et que peut-être on vous présentera l'année prochaine. On espère vous voir nombreux à Toulouse. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Il nous reste 9 minutes pour les questions. Levez-vous peut-être et puis on va vous apporter un micro. Oui. Est-ce que c'est possible que ça soit décliné par les CPTS ? Alors, je vais peut-être, tout le monde n'a peut-être pas entendu la question au fond. Donc, la question, c'était est-ce que ça peut être décliné par les CPTS ? La réponse est oui, parce que dans les CPTS, on a des financements, des ACI qu'on signe, hein, et dans ces financements, c'est souvent des parcours, et dans ce parcours, il y a souvent le vieillissement, la prévention de la dépendance. Alors, toutes les CPTS ne sont pas obligées de prendre ce parcours, mais c'est quand même ce qui pose problème, les personnes âgées dans la prise en charge. Donc, typiquement, beaucoup de CPTS le prennent, et donc, c'est ce qu'on en parlait juste avant, c'est quand même un alignement des planètes d'avoir les CPTS et une organisation pluripro pour pouvoir essayer d'optimiser ce programme. C'est moi, Alexis Bernal. Levez-vous peut-être, ce sera plus simple. Je suis MC à Marseille et je suis secrétaire de la CPTS Grand Avignon. Et j'ai été frappé par un chiffre. J'ai vu 67% de médecins adhérents de la CPTS. Donc nous, on est une CPTS taille 4, on est plutôt à 20% d'adhérents. Donc déjà, comment vous faites ? Alors, j'ai l'impression que dans les CPTS plus petites, c'est plus facile d'optimiser les adhésions. Et j'ai l'impression que c'est aussi plus facile de communiquer, de mettre en place des projets. Donc savoir voilà, dans quel environnement CPTS vous êtes. Et juste une deuxième petite question, j'enchaîne. Dans quelle mesure vous pensez que ça a pu créer un biais de sélection ou influencer les réponses et la participation des médecins au programme ICOP ? Alors la première réponse alors là c'est un exemple toulousain. Alors, il y a des CPTS qui existaient depuis 3-4 ans, qui étaient un peu pionnières. Après, on a un très bon réseau MSU, et les présidents de CPTS dont je suis ont un peu la double casquette facultaire MSU, sont impliqués dans le territoire depuis longtemps. Et peut-être que ça a un tout petit peu aidé. Voilà, j'ai pas. Et ensuite, la deuxième question, en amont d'ICOP, qui est la prévention de la fragilité et la prévention de la dépendance. ICOP, c'est la prévention de la fragilité. On avait depuis longtemps, moi j'ai travaillé 5 ans à l'hôpital de jour des fragilités, donc il y avait un réseau ville-hôpital relativement actif, et on avait fait un travail depuis plus de 10 ans de ce lien-là, qui peut-être, on en est bien conscient, on ne représente pas la France entière, mais on avait ce travail un peu en amont qu'on avait la chance d'avoir fait. Je suis là. Pardon. Bonjour, Blandine Billet, je suis médecin généraliste à Rouen et MCA à Rouen. On a déjà eu l'occasion d'échanger parce que je travaille aussi sur la fragilité de la personne âgée. Je me pose la question sur ICOP. Alors moi, c'est un outil. J'ai implanté la fragilité et un protocole dans ma maison de santé. J'ai aussi un projet Respire en cours sur l'évaluation de la qualité de vie sur 4 maisons de santé. Voilà, qui va débuter là en 2025. J'ai essayé d'utiliser l'outil ICOP. Ça faisait encore un outil en plus à utiliser. Finalement, pour l'instant, et vu qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études sur finalement l'efficience, je ne sais pas s'il y a des choses qui sont sorties. Alors c'est un programme très récent, hein. C'est un programme OMS, mais en France, on en parle depuis 5 ans. C'est en place un peu effectif depuis 3-4 ans. Donc il y a une inertie parce que le frein numéro 1 de beaucoup d'équipes, hein, c'est beaucoup de paramédicaux se sont formés. Donc je fais du step 1, je fais du step 2. Quand j'appelle le médecin me dit de quoi tu me parles. Enfin, je caricature, mais et donc il y a tout un travail de fond alors c'est là où les CPTS peut-être
peuvent communiquer, il me semble. Ça peut être un objectif de MSP, hein, mais effectivement, on ne peut pas courir 36 lièvres à la fois. Hein, alors effectivement, nous, on y réfléchit aussi sur la CPTS et c'est un sujet vraiment qui s'y prête énormément en réseau. Et là, sur votre échantillonnage, c'est beaucoup de urbain finalement, et moi je suis en rural. Et d'autant plus, le réseau, il est essentiel de savoir avec qui on peut travailler. Et dans les PPS, qu'est-ce qu'on met dans les PPS, surtout en rural. Donc en fait, après, je pense que c'est vraiment, il faut réfléchir au niveau local, qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce qu'il faut un éducateur à pas pour faire de la prévention des chutes? Est-ce qu'il faut mettre en place des ateliers mémoire? Enfin, je pense qu'il y a tout un travail aussi au niveau réseau et de pouvoir construire ce qu'on met dans les PPS. Exactement, il faut le faire dans l'ordre et il faut avoir l'offre avant de mettre... Enfin, c'est ça qui est long, hein. Mais bon, il faut bien se lancer à un moment ou à un autre. Mais si on propose quelque chose et qu'on n'a pas l'offre, au bout d'un moment, les gens se démotivent, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a tout ce travail. Et cet animateur qui peut être l'animateur territorial ICOP, hein, qui est un peu sensibilisé et qui a ce travail de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je recense. Nous, sur notre CPTS, on a recensé tout ce qui a existé sur le territoire. Mais ça nécessite une sacrée volonté, mais petit à petit. C'est pour ça que je pense que les CPTS, c'est quand même le bon timing. Alors nous, on travaille avec une IPA et qui travaille énormément avec nous sur le sujet et c'est essentiel. Je voulais juste savoir, poser une question par rapport à l'évaluation sur le STEP 2. C'est qui le fait? Comment c'est organisé? Alors, essentiellement des infirmières, mais enfin, je parle local, je n'ai pas de chiffres nationaux. Hein. Certains kinés, certaines diététiciennes. N'importe quel professionnel de santé. Alors, la formation STEP 1... c'est de l'e-learning, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, c'est très rapide. Le step 2, c'est un peu plus long, donc il faut une volonté de s'investir. Donc c'est pas vraiment une évaluation gériatrique standard? Non, c'est parce que je suis passé un peu vite, mais globalement, il y a les 6 fonctions, mais si j'en ai que 2 qui sonnent, je n'évalue que les 2. Et encore, je ne fais pas le... donc ça, c'est pas aussi... c'est pas le gold standard comme on a pu avoir dans certaines plateformes de la fragilité, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Une autre dernière question? Oui, on nous parle des consultations de prévention à des âges programmés. Est-ce que ça pourrait pas faire l'objet en fait de propositions de dire quand c'est la consultation programmée 60 ans, il y en a qui sont déjà en retraite, mais il y en a qui vont réfléchir à y être bientôt, de proposer ce dépistage ICODE à ce moment-là? Alors, je pense que c'est très intéressant. Je pense qu'il faut choisir... J'ai 59 ans. Peut-être que... je pense qu'il faut le faire systématiquement parce que tout l'intérêt d'ICOP, c'est je repère des gens qui ne parlent pas. Et le problème de la fragilité, c'est je repérais des gens déjà bien fragiles. Or, si je veux que ça soit facile, si je veux essayer de rendre service, c'est je vais chercher une info qui ne sort pas dans une classification standard parce que je gère d'autres choses. Donc, je pense que le côté un peu systématique, là, j'ai à déterminer, mais je pense que le côté systématique est très intéressant. Et donc, il faut toute cette organisation-là à qui je m'adresse jusqu'à l'offre et le suivi pour que les équipes se démotivent pas. Donc, ça prend un peu de temps. Très grand merci pour votre présentation. Grand merci pour votre participation à tous. Et